Je m'appelle Aliénor Cameron, je suis docteur en économie et je fais partie du laboratoire Economics, donc à Nanterre. Je travaille sur les liens entre décarbonation et compétitivité de l'industrie lourde européenne. Et aujourd'hui, je vais présenter mon deuxième chapitre de thèse qui évalue, ou qui propose plutôt, une nouvelle mesure de fuite de carbone. Le problème avec l'industrie lourde en particulier, donc l'industrie en Europe, c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre de toute l'Union européenne. Donc c'est assez conséquent et il faut absolument réduire ces émissions pour qu'on atteigne nos objectifs climat d'ici 2030 et 2050. On est un peu sur la bonne voie, donc les émissions commencent à réduire, mais c'est pas du tout assez rapide. Et en fait là, même avec les politiques qu'on a actuellement, on sait qu'on va manquer nos objectifs de 2030 et 2050. Donc il faut accélérer cette décarbonation. Une des difficultés à accélérer cette décarbonation, c'est en fait la peur, ou le risque plutôt, de perte de compétitivité des industries européennes face à des industries non européennes qui ne sont pas réglementées de la même manière et du coup qui n'ont pas les mêmes coûts que les industriels européens, mais pourtant qui font de la concurrence en fait aux industriels européens puisqu'ils sont sur le même marché. Donc il faut absolument trouver un équilibre en fait entre contraintes des politiques climatiques et la volonté de garder nos industries compétitives. Et du coup c'est un peu dans ça que s'intègre mon travail pour essayer de calibrer ce risque et de vraiment pouvoir poser la juste mesure pour être efficace sur le plan climatique sans perdre de la compétitivité industrielle. Les fuites de carbone, c'est un effet secondaire des politiques climatiques qui peuvent être mises en place par une région ou un pays. Donc quand une région ou un pays met en place donc, ces politiques contraignantes, elle ajoute un coût en fait à ces entreprises. Ça peut être pour l'industrie, ça peut être pour d'autres secteurs. Et c'est des coûts qui n'existent pas en fait pour les concurrents étrangers qui sont dans d'autres pays où il n'y a pas cette politique climatique. Donc face à ça, les entreprises qui sont soumises à la réglementation climatique vont soit perdre des parts de marché face à la concurrence étrangère, ou alors elles vont décider de se relocaliser dans un pays ou une région où il n'y a pas cette réglementation et donc éviter en fait ces coûts. Donc on appelle ça des fuites de carbone parce que les émissions de ces entreprises vont uniquement se déplacer vers une région où il n'y a pas de politique climatique. Donc sur le plan climat, ça fait que les politiques climatiques ont un très faible effet puisque les émissions sont simplement déplacées. Et sur le plan économique, la région qui a mis en place la politique climatique va perdre des parts de marché, donc va perdre de la valeur ajoutée. Donc pour faire face à ce risque, lorsque l'Union européenne a mis en place ces politiques climatiques, le bloc a aussi décidé en fait de mettre en place des politiques qui permettaient de réduire le risque de fuite de carbone. Par exemple, ça peut être lorsque l'Union européenne a mis en place son marché du carbone, elle a aussi décidé d'allouer gratuitement certains des permis à polluer sur ce marché pour les entreprises qui étaient les plus à risque de fuite de carbone. Donc ça permettait en fait de réduire le coût qui retombait en fait sur ces entreprises tout en gardant le mécanisme prix puisque les entreprises avaient quand même intérêt à réduire leurs émissions pour pouvoir revendre en fait ces permis à polluer sur le marché. Donc aujourd'hui, la Commission européenne mesure le risque de fuite de carbone par le biais de deux indicateurs. D'abord l'intensité carbone de la production et ensuite l'intensité commerciale de cette production aussi. Donc l'intensité carbone, c'est censé représenter en fait le risque ou plutôt l'exposition des entreprises au marché du carbone, puisque celles qui ont une intensité carbone la plus élevée vont devoir payer beaucoup plus sur le marché du carbone. Et l'intensité commerciale, c'est pour représenter en fait l'exposition au commerce international et le fait que ces entreprises font face à de la concurrence qui est plus ou moins forte en fait de la part d'autres producteurs qui ne sont pas soumis à la réglementation climatique. Cet indicateur est un peu trop simpliste et en fait c'est un peu ce qu'on a vu dans la recherche qui étudie notamment les impacts du marché du carbone européen pendant la première décennie de son existence. On a effectivement remarqué qu'il y avait une surallocation des permis à polluer, en partie à cause de cet indicateur. Alors l'indicateur, ou plutôt la méthodologie que moi je propose dans mon papier de recherche, c'est un outil qui vient de l'économie de la concurrence. C'est quelque chose qui s'appelle le test du monopolaire hypothétique. De manière assez simple, en fait, on simule une augmentation de 5% du prix d'un bien industriel et on voit en fait comment la consommation va se reporter ou non sur des biens substituts qui viennent d'autres pays. Donc l'objectif ici en fait c'est de comprendre quels produits sont véritablement des substituts et du coup peuvent être un risque ou peuvent poser un risque de fuite de carbone si jamais le prix du bien domestique augmente significativement. Mais en fait, on utilise des données réelles et on estime vraiment des élasticités prix qui prennent en compte
justement cette substituabilité et ça nous permet de comprendre vraiment comment le consommateur va réagir face à cette augmentation de prix. Donc c'est un indicateur qui est plus fin et plus dynamique en fait que la simple exposition au commerce international. Un des secteurs sur lesquels je travaille, c'est le secteur du ciment. Et dans ce secteur, on peut différencier deux produits. Le clinker, qui est un produit plutôt upstream, qui est un intrant en fait pour produire du ciment hydraulique, et ensuite le ciment hydraulique qui est plutôt le produit qui est donc en aval de la chaîne de production. Et même si ces deux produits peuvent paraître vraiment similaires, en fait ils ont des structures de marché qui sont assez différentes. Donc le clinker, c'est un produit qui est complètement homogène ou très homogénéisé. Sa composition chimique a été homogénéisée et standardisée dans les années 2000, alors que pour le ciment hydraulique, en fait il y a plusieurs types de ciment qui peuvent exister pour des utilisations différentes et aussi pour des applications différentes. Il peut y avoir beaucoup plus de risques de fuite de carbone pour le clinker que pour le ciment hydraulique parce qu'il y a des produits qui sont plus facilement substituables, qui viennent de plein d'autres pays, qui peuvent remplacer en fait le clinker européen, alors que pour le ciment hydraulique, il y a plus de spécialisation, disons pays par pays, et qui fait que le ciment hydraulique qui est produit dans un autre pays n'est pas forcément complètement substituable à celui qu'on produit ici. Il y a un autre élément qui entre en compte en fait dans le test, qui sont les coûts de transport. Le clinker est plus léger que le ciment hydraulique, ce qui fait que les coûts de transport associés sont aussi plus faibles. Donc ça entre aussi en compte quand on parle de substitut, c'est aussi le fait qu'il faut que ce soit substituable sur le coût, et le coût de transport vient évidemment là-dedans. Donc un produit qui vient de très loin et qui a des coûts de transport très élevés, même si c'est un substitut parfait du point de vue vraiment produit, ne va pas en fait être un substitut puisque le coût du transport va faire que c'est un prix trop élevé pour pouvoir répondre à la demande de marché domestique. Donc le résultat principal dans ce papier de recherche, c'est en fait une gradation du risque de fuite de carbone pour les différents produits que j'étudie. Donc le clinker dont je viens de parler est le produit où je trouve qu'il y a le plus de risque de fuite de carbone. Donc c'est pour les raisons que j'ai dites, donc effectivement que c'est très substituable parce que c'est un produit qui est homogénéisé, mais aussi parce que les coûts de transport sont relativement plus faibles que d'autres produits dans le même secteur. Ensuite, il y a donc le ciment hydraulique et ensuite les autres produits que j'évalue qui sont des produits sidérurgiques, donc les produits d'acier plat et d'acier long. Et en fait, on trouve qu'il y a un risque de fuite de carbone qui est plutôt faible pour ces produits sidérurgiques et c'est parce qu'il y a une très forte spécialisation dans ces produits. On étudie, en fait on voit vraiment le fait que l'Europe s'est spécialisée dans un type d'acier très particulier, alors que des pays avoisinants ou des produits partenaires commerciaux font en fait des produits sidérurgiques qui sont spécialisés pour d'autres types d'infrastructures et d'autres types d'utilisation. Donc c'est pour ça qu'on trouve qu'il y a en fait moins de risques de fuite de carbone pour ces produits sidérurgiques qui sont beaucoup plus hétérogènes dans leurs applications et dans leurs spécialités. Donc ce que je peux dire pour les politiques climatiques, c'est que lorsqu'on étudie le risque de fuite de carbone, qui est effectivement un risque qu'il faut prendre en compte quand on met en place des politiques climatiques, il faut vraiment réussir à équilibrer ce risque avec la volonté de faire des réels impacts grâce à sa politique climatique. D'un point de vue pratico-pratique, il faudrait vraiment étudier de manière très désagrégée les risques de fuite de carbone, donc prendre mes produits par produit et étudier donc ces risques. Ensuite, il faudrait prendre en compte des dynamiques de pouvoir de marché, de structure de marché et de substituabilité réelle entre les produits et pas juste de commerce international réalisé. Et aussi cibler en fait des partenaires clés quand on est en train de mettre en place des normes et des standardisations climat, donc par exemple sur l'intensité carbone de certains produits dans des partenariats commerciaux, etc. Et vraiment essayer de cibler les pays avec qui il y a le plus de risques de fuite de carbone, donc les pays qui ont des produits très substituables avec les nôtres et qui ont des coûts de transport qui sont plutôt faibles pour arriver jusqu'en Europe. Alors mon objectif avec cette recherche, c'est vraiment de fournir des outils concrets pour les politiques qui puissent être mis en place très facilement. Donc ce que j'aimerais faire, c'est l'étendre à d'autres secteurs, par exemple la chimie, le plastique, etc. Et aussi essayer d'affiner les données que j'utilise pour que ce soit vraiment un outil qui puisse être pris en main très facilement par des politiques et donc essayer d'intégrer de nouvelles données, notamment sur les taux de marge et différents indicateurs qui sont utilisés dans la modélisation.